Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement si vous appréciez mon travail, bien sûr. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 15 février 2025 avec comme titres principaux, nous avons bien sûr Trump qui a parlé avec Vladimir Poutine et ensuite qui en a informé, je dis bien informé, Zelensky juste après. Le choix des mots est important. Bref, nous allons parler de ça et je vais vous en faire tout d'abord une brève présentation de cette heure et demie de conversation entre Trump et Vladimir Poutine. Alors, qu'a-t-on appris dans cette conversation en lisant le communiqué officiel des États-Unis, mais aussi du Kremlin, qui était assez proche pour une fois, ce qui est exceptionnel, puisque d'habitude les communiqués officiels des États-Unis par rapport à ceux du Kremlin, pour une même conversation, bien évidemment, sont en général très différents. C'est pareil hein, quand les États-Unis parlent avec la Chine, donc Xi Jinping, les communiqués officiels à la fin sont assez différents de ce qu'on nous dit dans les médias. Hein. Bon, bref, là, exceptionnellement, les communiqués correspondaient assez bien. Et en plus, étaient mis pour le public quasiment de manière synchronisée. Tout ça est tout à fait exceptionnel, je tenais à le souligner concernant le monde diplomatique. Bref, de quoi ont parlé Trump et Poutine? Eh bien, c'est surtout Trump qui a parlé, bien évidemment, comme on peut s'en douter. Trump a insisté évidemment sur le fait que la guerre devait être très vite finie en Ukraine, que bon, on devait arrêter les morts en Ukraine, etc. Bon, bref, le blabla que vous connaissez habituellement. Bon, on peut ajouter aussi que, encore une fois, il a dit que la Russie avait beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale avec des millions de morts, que la Russie méritait le respect des États-Unis, etc. Bon, bref, vous voyez que Trump l'a vraiment brossé dans le sens du poil. Alors Trump a aussi insisté sur le fait, car il n'a pas parlé que de la guerre en Ukraine, il a aussi insisté sur le fait que un dollar en tant que monnaie d'échange internationale devait rester bien présent, devait rester fort. Et Vladimir Poutine a donné une réponse très intéressante. Il a dit, mais moi, j'ai jamais voulu que le dollar soit affaibli ou même détruit. C'est vous qui nous avez poussés dans cette situation. C'est vous qui nous avez sanctionnés. C'est vous qui nous avez mis hors du SWIFT. Donc c'est de votre faute. Nous, on a fait que se défendre avec les moyens que nous avions pour survivre, tout simplement, et continuer le commerce avec nos autres partenaires. Donc apparemment, Trump, il a compris cela, et Vladimir Poutine a ajouté, quand on lit le communiqué officiel du Kremlin, il a ajouté que nous, pour l'instant, alors ça c'est important, pour l'instant, nous n'avons rien contre le dollar. Voilà, mais vous notez le pour l'instant. Hein. Là on peut pas dire que Vladimir Poutine il aura pris Donald Trump en traîtrise. Hein. Ah, là il prévient, il dit moi j'ai rien contre le dollar pour l'instant. Voilà, donc il attend de voir. Et donc ça c'était vraiment, j'ai envie de vous dire, la partie la plus intéressante de l'heure et demie en réalité. Donc Vladimir Poutine semble avoir été très très clair avec Donald Trump. Donald Trump semble avoir compris les desiderata de Vladimir Poutine. Apparemment, Poutine l'aurait éclairé, mais cette fois lui-même, de l'origine du conflit en Ukraine, ce qui aurait beaucoup adouci Donald Trump vis-à-vis de Vladimir Poutine, bien sûr. C'est pour ça que ça pourrait expliquer le fait que Donald Trump ait été si gentil
quand il a résumé ce qui a été dit pendant l'heure et demie aux grands médias internationaux. Ceci expliquerait cela. En tous les cas, bien évidemment, comme vous le savez tous déjà, parce que ça a été dit en panique dans les grands médias, que il y avait deux choses à retenir, qui étaient les deux choses les plus importantes concernant la guerre en Ukraine. C'est que Trump a été catégorique, donc les Catoblasts et la Crimée resteraient russes, hein, les Catoblasts pris par les Russes. Donc tous les territoires conquis par les Russes resteraient russes et l'Ukraine n'entrera jamais dans l'OTAN. Voilà, ça c'était la base. Il a, euh, il a bien été clair là-dessus, Donald Trump, devant les caméras. Donc on a ça, on a Donald Trump qui a aussi dit que tout était négociable, que tout était sur la table, qu'il y aurait une rencontre en Arabie Saoudite, donc apparemment c'est confirmé, puisque Mohamed Ben Salman, le prince couronné d'Arabie Saoudite, apparemment a confirmé tout ça et que des préparatifs étaient déjà en cours. Ok. Et en plus, Trump a dit, voilà, bien entendu, je vais informer Zelensky de notre conversation. Et là, je répète et j'insiste, il n'a fait qu'informer Zelensky du résultat, en gros, des négociations entre lui, c'est-à-dire Donald Trump, et Vladimir Poutine. Autre chose qui est intéressante à savoir, même si ça n'a pas été dit clairement dans les communiqués officiels, on comprend que c'est Donald Trump qui a appelé Vladimir Poutine. C'est intéressant à savoir. Et il y a aussi une chose très intéressante, c'est que apparemment Donald Trump laisse comprendre qu'il n'y aura bien entendu pas l'Union européenne ni Zelensky qui auront leur mot à dire quant aux négociations vis-à-vis de l'Ukraine. Alors ça, c'est assez étonnant. Alors, c'est pas qu'il l'a dit comme ça, bien évidemment, il ne se le permettrait pas. Mais comme il n'a absolument pas parlé de l'Union européenne et de Zelensky, de l'Ukraine tout du moins, dans les négociations qu'il aura à faire avec Vladimir Poutine, c'est comme ça que tout le monde l'a compris. C'est-à-dire qu'il y aura que l'Union européenne et Zelensky, hop, ils ne font pas partie des négociations. Alors, il y a Zelensky qui a quand même rebondi, puisque vous savez qu'il y a eu le Conseil de sécurité de Munich, d'ailleurs qui est en train de se passer. Et donc, Zelensky, quand il était au Conseil de sécurité de Munich, d'ailleurs, concernant la forme, il a été traité, on va dire, pas très bien, pas comme le chef d'État qu'il était avant, le Winston Churchill, vous vous souvenez? Là, il a été traité comme quelqu'un de très lambda. À mon avis, il n'a pas dû apprécier. Et donc, Zelensky, il a bien dit que tout ça était désagréable pour lui. Et il a dit qu'il n'était pas question que l'Ukraine ne participe pas aux négociations, qu'il en était hors de question. Alors ça, c'est ce qu'il dit maintenant. Je pense qu'il n'a pas vraiment son mot à dire, vu qu'il dépend totalement des États-Unis quant à l'existence même de l'Ukraine. L'Ukraine dépend totalement des États-Unis. Bon, aussi en grande partie de l'Union européenne, c'est vrai. Mais voilà, il dépend en gros d'entités tierces, complètement, à 100%. Sans les États-Unis et l'Union européenne, l'Ukraine n'est plus rien, elle n'existe plus, l'Ukraine. Ne l'oublions pas. Bon, bref, pour revenir quand même aux déclarations de Donald Trump, évidemment, et j'en conclurai là sur l'heure et demie, il a bien dit que ça avait coûté bien assez cher aux États-Unis, qu'il y avait assez de morts comme ça en Ukraine, que fallait arrêter ça le plus tôt possible. Et il allait tout faire pour arriver à ce résultat. Bon, on verra bien. Maintenant, côté Kremlin, on n'a pas vraiment d'informations, à part le fait que tout ce qu'a dit Trump, apparemment, c'est confirmé par le Kremlin. Donc là, il n'y a pas d'entourloupe, Donald Trump n'a rien inventé. J'ai envie de vous dire encore heureux,
encore heureux, parce qu'alors là, il se serait décrédibilisé à jamais, donc surtout pour un sujet aussi sérieux. Donc, bon, apparemment, tout va bien pour les États-Unis et la Russie. Mieux encore, Trump a proposé à Vladimir Poutine et ses envoyés, hein, de venir à Washington. Il a invité Vladimir Poutine à Washington et Vladimir Poutine, il était bien obligé de donner la réciproque, bien entendu, et Vladimir Poutine a dit qu'il serait heureux d'accueillir aussi le président des États-Unis et sa cohorte, bien entendu, à Moscou. Il était obligé. Donc vous voyez que Donald Trump veut absolument que ça se passe très bien avec Vladimir Poutine. Alors on sent des réminiscences quand même, hein, du passé, hein. Souvenez-vous quand Donald Trump avait dit il y a quelques années de cela qu'il admirait beaucoup Vladimir Poutine. On sent quand même que ça revient un petit peu, ces relents d'admiration, hein. On sent qu'il aime bien Vladimir Poutine, hein, Donald Trump. Vraiment. Bref, en tous les cas, il y a un réchauffement très très clair entre Washington et Moscou. C'est évident. Et à mon avis, ça finira en apothéose en Arabie Saoudite. Mais bon, attention, attention, parce que Vladimir Poutine a été roulé dans la farine longtemps et pas mal de fois. Donc Vladimir Poutine, je pense maintenant, il a passé le cap de la naïveté. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que lui-même a reconnu que pour les accords de Minsk 1 et 2, les accords d'Istanbul, il avait été très naïf, hein. Lui-même l'a reconnu lors d'une interview sur Rassia Adin, Russie 1. Donc, bref, donc là, il y a un gros réchauffement. On sent un renversement mondial. Alors, va-t-on arriver à ce que c'était pendant la guerre froide, c'est-à-dire deux blocs qui se partagent le monde, entre guillemets, parce que c'est plus du tout comme ça, hein. L'Union soviétique a disparu, hein. Donc, mais bon, en gros, deux blocs principaux dans le monde, c'est-à-dire la Russie et les États-Unis. Est-ce le souhait de Donald Trump? Je ne le sais pas. Est-ce le souhait de Vladimir Poutine? Je ne le sais pas non plus. Nous verrons bien. Mais attention, parce que malgré tous les gages de positivisme que nous donne Donald Trump, le Kremlin a été très silencieux. Vous avez noté. On n'a que le communiqué officiel qui est sorti du Kremlin. C'est tout. Très très silencieux, donc on sent une énorme méfiance du côté du Kremlin. Alors il y a Dimitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, qui bon, a réitéré que oui, on était d'accord. Bon, il a un peu résumé leur et demi. Il a aussi souligné, tiens, pendant que j'y pense, il a aussi souligné qu'ils ont parlé de pétrole, hormis la guerre en Ukraine, hein. Donc de pétrole, d'intelligence artificielle, d'économie, le dollar, hein, comme je vous ai déjà parlé. Donc le dollar qui est si important pour les États-Unis, parce que s'il n'y a plus d'échanges internationaux en dollars, ou tout du moins que ça baisse drastiquement, les États-Unis devront faire face à leurs dettes, à leurs déficits, et là c'est un pays qui n'existera plus. C'est un pays qui ne pourra plus rien faire, qui sera immédiatement en banqueroute. Donc c'est pour ça que pour la survie même des États-Unis, les États-Unis ont besoin que le dollar reste la monnaie d'échange internationale, que le dollar reste fort. Voilà. Et ils ont parlé de ça apparemment, d'après Dimitri Peskov. Voilà, ça me revient. Bref, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur leur ennemi. Vous vous doutez bien que euh, Zelensky n'est vraiment pas content. Les chefs d'État européens, alors, quand je dis les chefs d'État européens, je parle des acharnés, bien évidemment. Donc Macron, Keir Starmer, Olaf Scholz, les chefs d'État scandinaves, etc., les pays baltes, bien évidemment, eux sont paniqués. Ils sont en colère, ils ne comprennent pas, ils disent que Donald Trump
est irresponsable, qu'il s'est agenouillé devant Vladimir Poutine, etc., etc. Bon, vous regardez les médias comme moi, je suppose, donc vous avez vu tout cela. Et donc, on a un silence assez étonnant du Kremlin, c'est pour vous dire la méfiance quand même. Et maintenant, et j'en terminerai là, pour l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire quand il y aura cette fameuse rencontre que tout le monde regardera avec grande attention, 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 parce que Trump parle haut et fort, donne ses desiderata comme d'habitude, il fait ses rodomontades comme d'habitude, comme s'il était le centre de l'univers, comme d'habitude, mais attention, euh, à la fin, c'est Vladimir Poutine qui va décider. Ça va être le juge final. N'oublions pas que lui, il en a rien à faire des sanctions, il en a rien à faire de ce que dit Trump. Lui, ce qui se passe, c'est sur le terrain. C'est ça qui l'intéresse. Et il est victorieux. Et Vladimir Poutine le sait. Donc, en gros, Vladimir Poutine, il fait ce qu'il veut, en réalité. Donc, nous allons voir. Il faut pas se laisser leurrer par les belles paroles grandiloquentes de Donald Trump. À la fin des fins, c'est Vladimir Poutine qui va décider. Alors maintenant, tout va dépendre de lui. Va-t-il vouloir reconstruire la Novorossiya, comme je vous l'ai dit, dans maintes points sur l'Ukraine, c'est-à-dire avec 4 nouveaux oblasts, hein, c'est l'oblast de Odessa, Nikolaïev, Dnipropetrovsk et Kharkov, et donc ça fera 8 oblasts en tout. Voilà, va-t-il vouloir cela pour asseoir vraiment toute sa victoire dans quoi, sa victoire dans toute sa splendeur? Je ne sais pas. Où va-t-il être extrêmement raisonnable et s'arrêter là où il en est? C'est-à-dire, il prend les 4 oblasts et hop, c'est terminé. Voilà, on est dans le mystère encore une fois, on peut rien dire, hein. Alors aussi, dans les grands titres que nous allons voir aussi Zelensky qui se plaint qu'il lui manque 100 milliards de dollars. Alors évidemment, il dit ça parce qu'il y a J.D. Vance qui est là à Kiev, hein, qui parle justement avec Zelensky et qui fait suite au Parlement. euh, de Exet, c'est-à-dire Exef exactement, le chef du Pentagone, qui avait un peu parlé au téléphone avec Zelensky pour lui demander mais où étaient passés les 100 milliards de dollars manquants. Zelensky, il a été comment dire, mystérieux. Alors, on ne sait pas s'il parle de 100 milliards que les États-Unis n'auraient pas donné ou 100 milliards qui auraient disparu suite à la corruption en Ukraine. Je pense pour la deuxième option, parce qu'apparemment, Exef, le chef du Pentagone, apparemment n'était pas content suite à sa conversation avec Zelensky. Et J.D. Vance, qui lui, eh bien, lui, d'après ce que j'ai compris, lui, il a été très clair. Lui, on l'a envoyé là-bas parce que avant encore Exef qui a parlé avec Zelensky vite fait au téléphone, il y avait l'envoyé Keith Kellogg, vous savez, l'envoyé spécial de Donald Trump pour régler la guerre en Ukraine. Eh bien, cet envoyé spécial apparemment a été très mauvais et Donald Trump apparemment voudrait le virer. Donc c'est pour ça que comme Keith Kellogg a été très mauvais, cet ex-général de l'armée américaine, eh bien il a envoyé J.D. Vance pour régler vraiment l'affaire. Alors J.D. Vance c'est quelqu'un de très fort, hein, très intelligent, qui connaît parfaitement les dossiers, surtout le dossier ukrainien qu'il le connaît très 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 bien, puisque J.D. Vance, j'ai entendu des interviews il y a de cela plusieurs mois où il disait un peu ce que moi je disais, ce que je dis, pardon, sur l'Ukraine. Donc il dit ce que moi je dis, en gros. Donc il est au courant de la véritable histoire, hein. C'est comme Robert Kennedy Jr. Qui dit exactement la même chose que moi. Bon, en gros, les Américains à haut niveau connaissent très bien ce qui s'est passé en Ukraine. Donc en réalité, aucune surprise. Mais bon, J.D. Vance, il a été envoyé là-bas pour dire, d'après tout ce que j'ai lu, donc c'est quasi confirmé,
Donc J.D. Vance, il était envoyé là-bas pour dire à Zelensky que le projet Ukraine était terminé et qu'il fallait qu'il le comprenne. Et oui, la veille, on a un Zelensky qui dit que les négociations n'auront pas lieu sans moi, n'auront pas lieu sans le gouvernement ukrainien, etc. On veut de l'armement, du financement, on veut continuer la guerre. Alors bon, on veut bien négocier, mais bon, on veut bien négocier, mais idéalement, faudrait qu'on continue pour ne pas perdre nos territoires. Bon, c'est un peu Zelensky, on ne sait plus trop bien ce qu'il dit, là, il se perd dans sa propre logique. Bref, c'est un fouillis sans nom, et on a J.D. Vance qui, lui, est là pour remettre les choses au point, pour lui dire que le projet Ukraine, c'est terminé, et qu'il fallait qu'il le comprenne. Donc le coup de dire non, moi je veux négocier, je veux être là avec l'Union européenne, bien entendu, puisqu'il marche de concert avec l'Union européenne. Donc J.D. Vance apparemment lui fait comprendre que projet Ukraine terminé, que les négociations, bah, c'est les États-Unis et Vladimir Poutine qui vont les faire. C'était pour lui faire comprendre, afin qu'il ne se mette pas en travers du chemin de la paix en concernant les États-Unis et la Russie. Donc voilà, c'est ce que j'ai pu lire, toutes les rumeurs, les bruits de couloir, ce que certains journalistes internationaux disent, particulièrement indiens et américains, c'est ça que j'ai pu comprendre. Bref, donc c'est très intéressant. Donc Zelensky, il se débat évidemment. On sent à Zelensky quand même assez désespéré, hein. Vraiment désespéré. Surtout que bien entendu, on a toujours les faits qui sont tenaces, hein. On a le décret que Zelensky a lui-même créé qui l'empêche de négocier avec Vladimir Poutine. Alors qu'à la conférence, au Conseil de sécurité de Munich, donc c'était hier, je crois, il a dit que fallait, avant-hier, il fallait il disait que oui, il était prêt à négocier avec Vladimir Poutine. Bon, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, parce que quid du décret qui lui interdit de discuter avec Vladimir Poutine? Pire encore, on a Vladimir Poutine qui a encore redit, il y a quelque temps qu'il ne négocierait pas avec Zelensky, parce qu'il ne considérait plus Zelensky comme président de l'Ukraine. Donc vous voyez, les choses sont assez complexes, hein, et bonne chance à Donald Trump pour avoir sa paix rapidement, hein. Moi, je n'y crois pas, hein. Surtout que là, ça me fait, comme je parle de temps, ça me fait penser à Dimitri Peskov qui a dit que oui, oui, on prévoit, c'est vrai, une rencontre en Arabie Saoudite d'ici quelques mois. D'ici quelques mois. Vous voyez, bon, on a quand même la Russie qui joue la montre aussi, bien entendu. Bon, soyons clairs, hein, allez, dernier mot. Bon, Vladimir Poutine se fera pas avoir deux fois, à mon avis, c'est ce que je pense. Et là, en gros, il ne voudra pas négocier de la paix tant qu'il n'aura pas atteint tous ses objectifs. Voilà, ça c'est mon sentiment, je le pense vraiment. Voilà. Peu importe les rodomontades et les pressions de Donald Trump qui a laissé flotter un moment, pas de lui-même, mais via Keith Kellogg, l'envoyé spécial, et même aussi J.D. Vance, hein, qu'on dit que toutes les options étaient sur la table, voilà, qui laissait flotter cette menace que si Vladimir Poutine ne voulait vraiment pas négocier, il y aurait des sanctions éventuellement et on armerait l'Ukraine. Bon, je n'y crois pas un instant, tout ça c'est du bluff, bien évidemment, ce serait tellement ridicule et à contresens de tout ce que dit Trump depuis la campagne électorale, de tout ce qu'a dit J.D. Vance, j'y crois pas un instant. Pour moi, c'est 100% du bluff. Bref, voilà. Donc nous allons voir aussi une politicienne ukrainienne
qui dit que les chiffres qu'on donne à Zelensky quant aux morts et aux blessés ukrainiens, russes, tout ça est faux, parce que Zelensky il a annoncé en Ukraine, bah oui, il faut regarder la télé ukrainienne pour être bien renseigné, Zelensky a dit qu'il y avait 10 Russes morts pour un Ukrainien mort, qu'il y avait 17 blessés russes morts pour un Ukrainien blessé. Voilà. Et donc il y a une politicienne qui est passée à la télévision ukrainienne pour dire que c'était ridicule de dire tout cela. Je vais vous montrer l'extrait vidéo, bien entendu. Aussi, là, je commence à être vraiment long dans l'introduction, là, je vais vite abréger. Oui, donc dans cette vidéo, on va parler de maintes sujets comme d'habitude. Et en deuxième partie, n'oublions pas la carte militaire à suivre, parce qu'on a le... En plus, cette fois, cette semaine, on a eu l'Ukraine qui fait je pense, un dernier baroud d'honneur à Paklovsk sur l'endroit ultra important de Paklovsk et aussi dans l'oblast de Kursk. Ils ont fait un baroud d'honneur, c'est-à-dire vraiment une offensive de dernier recours, j'ai envie de vous dire, et qui s'est mal finie, comme on pouvait s'en douter. Mais ils ont vaillamment lâché, je crois, leur dernière force. Encore une fois, on ne sait jamais avec Zelensky, mais je pense qu'ils ont lâché là cette fois leur dernière force. Alors ça a été absolument un massacre, encore une fois, malgré ce vous pouvez entendre dans certains médias. Bon, bref, donc voilà, donc ça s'est fini en jus de boudin, bien évidemment, mais cela dit, est-on étonné? Vous vous doutez bien que là, non seulement les grands médias occidentaux sont en panique, mais l'Union européenne aussi est en panique. Et l'Ukraine est en panique. La population ukrainienne est en panique. Mais qui en réalité devrait être le plus en panique? Bah, les soldats ukrainiens. Imaginez-vous, même si les informations sont extrêmement contrôlées quant aux soldats ukrainiens, évidemment, faut pas non plus qu'ils sachent exactement ce qui se passe dans le monde, parce que ce serait une catastrophe sur le front, mais vous vous doutez bien que quand même, les informations, ça circule malgré tout. Et donc vous vous doutez bien que les soldats ukrainiens qui entendent tout ça, et qui entendent en gros que c'est la fin de l'Ukraine. Bon, ils le savent depuis longtemps, mais là, de la bouche même de Donald Trump. En gros, qu'on donne à la Russie plus ou moins ce qu'elle veut, là. Hein, c'est ce que Donald Trump dit, en gros. Imaginez-vous le moral des soldats ukrainiens, comment il doit être catastrophiquement bas. Comment voulez-vous que des soldats qui apprennent ça veuillent bien continuer à se battre, et même des velléités de se battre? Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ils savent qu'ils se battent là, pour ceux qui sont au courant, pour rien. Donc imaginez-vous là, dans les semaines qui vont suivre, ça va être encore plus catastrophique que ça ne l'était déjà côté ukrainien, avec tout ce qu'on entend dans les médias côté Donald Trump. Imaginez-vous les pauvres soldats ukrainiens qu'entendent cela. Alors, j'imagine très bien le nombre de prisonniers qui va exploser, j'imagine très bien le nombre de déserteurs qui va exploser, j'imagine très bien, même si Zelensky, là, il est en train de de mettre sur la table, mais très sérieusement, une mobilisation pour les 18-24 ans, et oui, ça y est, il a craqué, malgré qu'il était resté ferme avant, là, il a craqué, il remet ça sur la table au plus mauvais des moments. Vous imaginez les gens qui doivent être mobilisés, vous pensez qu'ils vont suivre les gars là pour aller sur le front? Non, là ils vont carrément se battre, quoi. C'était déjà le cas la semaine dernière. Je vous ai montré que la population ukrainienne, maintenant, certaines populations, bien entendu, se battaient carrément contre leurs propres soldats. Par dépit, uniquement par dépit. Vous imaginez un peu, je vous avais montré les articles ukrainiens. C'est terrible. C'est absolument terrible. Bref, donc ne ratez pas en seconde part de la vidéo la carte militaire. Et maintenant, on va commencer, parce que là, j'ai été vraiment trop long. Commençons. Alors, on va commencer fort avec un article de CNN qui dit « L'Ukraine pourrait un jour devenir russe, déclare Trump, avant la rencontre J.D. Vance-Zelensky ».
qui est bientôt, très très bientôt prévu. Donc tout ça est de très très mauvais augure évidemment pour Zelensky, pour l'Ukraine. Alors vous vous doutez bien qu'en plus d'inquiéter l'Union européenne, les grands médias, eh bien ça inquiète aussi le peuple ukrainien, bien sûr, dont on parle peu. Et parle-t-on du moral des soldats ukrainiens avec l'arrivée de Donald Trump et toutes ses déclarations? Parle-t-on du moral des soldats ukrainiens alors que ça devrait être un sujet important qui devrait être abordé? Parce que vous vous doutez bien que les soldats ukrainiens, bon, même s'ils sont gardés dans le noir quand même, hein, évidemment, la communication, elle est extrêmement contrôlée pour les soldats ukrainiens depuis 3 ans. Mais bon, il y a quand même quelques informations qui passent, malgré tout, et vous vous doutez bien que les soldats ukrainiens savent très bien que la partie est jouée. Donc vous vous doutez bien que quand ils font des petites offensives par-ci, par-là, par exemple à Kursk ou à Pakrovsk, vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas le cœur à jouer les guerriers en mode berserk, si vous m'avez compris. Donc bon, ils vont faire ce qu'on leur a dit de faire, mais bon, pas avec la motivation nécessaire, je le crois. Bref, en tous les cas, c'était à souligner au niveau militaire qu'un soldat qui a un moral bas, qui sait qu'il n'a absolument aucune chance et que son pays vient de perdre son plus grand allié, évidemment, il n'a pas la même combativité qu'avant. Bref, nous verrons bien le résultat que cela aura dans les semaines à venir. Alors ici un article de Reuters qui nous dit Zelensky dit concluons un accord offrant à Trump un partenariat minier et recherchant la sécurité. Alors qu'est-ce qu'il y a à en tirer de principal? On a dans une interview, Zelensky propose un partenariat minier aux États-Unis. Zelensky souligne la nécessité de garanties de sécurité dans tout accord. Alors ça, malheureusement, c'est parti à la poubelle, hein. Trump ne va donner aucune garantie de sécurité à Zelensky. Donc là, son accord déjà en prend un coup. Le président ukrainien souhaite parler à Trump avant Poutine. L'Ukraine propose d'utiliser ses réserves de gaz pour l'approvisionnement en GNL des États-Unis. Manque de peau aussi, c'est trop tard. Trump a téléphoné à Vladimir Poutine et c'est seulement après qu'il a téléphoné à Zelensky. Alors évidemment, Trump a dit que ça s'était bien passé avec Zelensky, etc. Zelensky, lui, il a quand même dit devant les caméras que bon, ce qui s'est passé avec Donald Trump, tout ce qu'il a annoncé, c'était désagréable à entendre, mais bon, qu'il allait tout faire pour essayer de récupérer le maximum. Bref, bon, il essaie quand même Zelensky de pas se mettre Donald Trump à dos. Bon, nous verrons bien. Et là, bon, y a énormément de choses, hein, on va pas tout lire, mais ce qui était intéressant concernant la donation, entre guillemets, des ressources naturelles en échange d'un, entre guillemets, perpétuel armement et, entre guillemets, perpétuel financement pour continuer la guerre avec la Russie, on a Zelensky qui déclare que moins de 20% des ressources minérales de l'Ukraine, y compris environ la moitié de ces gisements de terres rares, étaient sous occupation russe. Donc il dit qu'il y a environ 20% des ressources minérales de l'Ukraine qui sont entre les mains de la Russie. Et là, il faut comprendre qu'il y a 50% des terres rares qui sont entre les mains de la Russie. Ah oui, il faut quand même savoir décrypter tout ça. Parce que ça, c'est dit de manière un petit peu alambiquée. C'est pas très clair, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Alors maintenant, il faut expliquer aussi à Zelensky que les 4 oblasts russes, à part un, pardon, celui de Lugansk qui est tout au nord, mais les 3 autres oblasts russes sont loin d'être complets. Donc évidemment, tout ça, ça va encore diminuer. N'oublions pas que Trump a dit que les 4 oblasts
russe, ainsi que la Crimée bien sûr, resterait russe. Ne l'oublions pas. Et là, pour l'instant, la Russie n'a pas pris complètement 3 oblasts, voilà, qui leur reste à prendre complètement. Donc évidemment, les chiffres en réalité sont faux et sont beaucoup plus avantageux pour la Russie. Et oui, n'oublions pas que la majorité des terres importantes, terres rares et charbon, etc., bah, la majorité était côté est de la Russie, malheureusement pour Zelensky. Donc, est-ce que Trump le sait? Est-ce que les conseillers de Trump lui ont rappelé ce petit fait que les oblasts n'ont pas fini d'être complètement pris? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Mais c'est à garder en tête quand même. Donc là, on va voir un petit extrait de la télévision russe avec cette fameuse politicienne qui s'appelle Anna Konstantinovna Skororodov. Une femme politique ukrainienne a déclaré que les Russes auraient cessé d'exister depuis longtemps s'ils avaient cru aux chiffres officiels, selon lesquels pour chaque Ukrainien mort, il y a 10 Russes morts et pour chaque blessé, il y a 17 Russes blessés. Et elle ajoute, je conseille à Zelensky d'arrêter d'écouter les idiots et d'exiger des données fiables. Alors, vous allez voir, donc c'est sous-titré en anglais. On va voir ça ensemble. Раджу президента перестати слухати долбів. Donc là, elle dit, je conseille au président Zelensky d'arrêter d'écouter ces bip-bip idiots et de demander des chiffres véritables. Вимагати, щоб йому давали достовірні дані. Більше того, краще не озвучувати людям цифри, ніж озвучувати. Elle ajoute qu'en plus, c'est idiot de donner ces chiffres au grand public, que c'est un non-sens complet. Той бред, який озвучується. А хто йому бреше? Alors la journaliste lui demande, mais qui lui ment? Хто йому бреше? Хто йому доповідає по цифрам? Хто йому доповідає по втратам? Et là, elle répond, bah, tous ceux qui lui donnent ces chiffres, les militaires qui donnent ces chiffres, ce sont eux les menteurs. Ви знаєте, якщо порахувати, от у нас на одного пораненого українця 17 поранених російських, у нас на одного загиблого українця 10 загиблих російських. Donc là, elle dit bah, ce que je vous ai déjà dit, donc là, Zelensky il dit qu'il y a un mort ukrainien pour 10 morts russes et un blessé ukrainien pour 17 blessés russes. Російських. Так би так було, то в нас би росіян вже давно не було б. Ну так, 1 до 10 втрати, судячи з тих даних, які оприлюднив президент. Так, це бред. Donc là, le journaliste dit, mais pourtant c'est publié par Zelensky lui-même. Et là, elle répond, oui, mais c'est un non-sens complet, c'est ridicule. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et ça, c'est à la télé ukrainienne, attention. Hein. Donc voilà, c'est bien, la liberté de parole commence à revenir en Ukraine. Ça faisait 3 ans qu'on l'avait oublié en Ukraine, c'est bien. Alors ici, un article du Times of India qui nous dit « Tucker Carlson accuse l'Ukraine de vendre de l'aide militaire américaine au cartel mexicain de la drogue. » Tucker Carlson, un éminent partisan de Trump, a accusé l'Ukraine de vendre de l'aide militaire américaine au cartel de la drogue mexicain. Dans une interview explosive, Carlson a affirmé que jusqu'à la moitié des armes envoyées en Ukraine finissaient sur le marché noir, alimentant des activités criminelles. Il a qualifié la situation de crime et de cauchemar pour l'Amérique, révélant que des armes sont vendues en ligne et utilisées par les ennemis des États-Unis. Les accusations de Carlson s'inscrivent dans une préoccupation plus large, selon laquelle les armes occidentales envoyées en Ukraine parviennent à des groupes criminels du monde entier. Voilà, bon, j'ai envie de vous dire, oui, c'est une révélation explosive parce que c'est Tucker Carlson qui le dit, mais rien de nouveau sous le soleil. Hein. N'oublions pas, il y a de cela 2 ans, à peu près 2 ans, le reportage de CBS, une des plus grandes chaînes de télé américaines, qui avait conclu que 70% de l'armement américain n'arrivait pas sur le front et que ça partait à cause de la corruption. Ne l'oublions pas, hein.
Vous vous souvenez des médias qui nous montraient les javelines qui étaient à vendre sur le dark web? Ah oui, il faut se souvenir de ça, hein. Ça, c'était il y a quasiment 2 ans, hein. Donc oui, rien de surprenant et bon, tout le monde le savait en réalité. Mais c'était intéressant que Tucker Carlson lui-même dise cela. Alors ici, un article très intéressant du CSIS, c'est-à-dire Center for Strategic and International Studies, qui nous dit où sont les 100 milliards de dollars manquants de l'aide américaine à l'Ukraine. 100 milliards manquants que dit Zelensky. Il l'a dit au 2 février. Il a dit, voilà, il manque 100 milliards. Mais en fait, le CSIS nous dit l'expression aide à l'Ukraine est une erreur de langage, car 90% de l'aide militaire est dépensée aux États-Unis. Et oui, 90% de l'aide militaire donnée à l'Ukraine, en fait, est donnée au complexe militaro-industriel américain. Et ça, c'est bien qu'une entité comme le CSIS le dise très clairement. Bref, le fait que le CSIS précise 90% est dépensé aux États-Unis, ça en dit long en fait sur où va l'argent des contribuables américains. Et vous doutez bien que c'est un petit peu la même chose pour l'Union européenne. Concernant l'argent, évidemment, ça va aussi dans leur complexe militaro-industriel. Donc c'est une bonne façon, de manière indirecte et sans que le peuple ne s'en rende compte, de prendre l'argent au peuple sans augmenter les impôts ou quoi que ce soit, et pour cela, et afin que ça aille pour le complexe militaro-industriel. C'est très malin. Ici un article de The Defense Post qui nous dit que l'armée ukrainienne ouvre un programme de recrutement à un âge inférieur. Le ministère ukrainien de la Défense a lancé un nouveau programme de recrutement militaire pour les civils âgés de 18 à 24 ans. Appelé Contrat 18-24 ans, cette résolution est proposée aux candidats désireux de servir pendant 1 an de manière volontaire, notamment aux personnes qui cherchent à contribuer à la défense du pays et à obtenir des opportunités significatives de croissance personnelle. Cet effort comprend une formation conforme aux normes de l'OTAN, un salaire compétitif et d'autres garanties sociales inaccessibles à d'autres opportunités en dehors des forces armées. Tiens, on a l'Ukraine qui fait exactement comme la Russie. L'Ukraine qui se moquait de la Russie avec ses programmes volontaires très bien payés. Eh bien, l'Ukraine va faire exactement la même chose, chose que Zelensky avait toujours refusé de faire malgré les pressions américaines. Mais là, l'état du front est tellement catastrophique que Zelensky a changé d'avis, même si là, il prend le problème indirectement, parce qu'il ne fait pas une vraie mobilisation pour les 18 à 24 ans, mais là, il fait appel à un contrat militaire spécial de 18 à 24 ans. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble énormément, pour ne pas dire que ça soit carrément la même chose même, que ce qu'a fait la Russie pour avoir plus de monde pour aller combattre en Ukraine. Donc là, on sent un tournant, mais un tournant prudent, puisque ce n'est pas une mobilisation vraiment classique. Hein, là, c'est vraiment pour les volontaires qui veulent avoir un bon salaire et autres avantages sociaux. Bref, c'était à noter quand même ce revirement de Zelensky. Ici un article de Ukrainska Pravda du 9 février qui nous dit Elon Musk appelle à la fermeture de Radio Free Europe et Voice of America. Donc là, Elon Musk. Donc là, on a le milliardaire américain Elon Musk qui dirige le département de l'efficacité gouvernementale. Doge a appelé à la fermeture des stations de radio financées par les États-Unis, Radio Free Europe et Voice of America. Donc là, il dit ce sont juste des extrémistes de gauche qui parlent entre eux. Donc traduction, ce sont des démocrates, hein, c'est l'équivalent, qui parlent entre eux tout en brûlant 1 milliard de dollars par an de l'argent des contribuables américains.
Radio Free Europe est une publication en ligne et une station de radio qui se positionne comme un média d'information privée à but non lucratif. Elle est financée par le Congrès américain. Et oui, c'est pas la seule chose qui est financée par le Congrès américain. N'oublions pas USAID. Le réseau de correspondants de la station comprend 23 bureaux et plus de 1400 journalistes indépendants. Voice of America est une chaîne de radio de télévision américaine basée à Washington DC qui diffuse en 47 langues et compte 278 millions de téléspectateurs chaque semaine. Elle est fondée par le gouvernement fédéral américain. Tiens. Alors vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ces deux choses-là, Radio Free Europe et Voice of America? Eh bien, en fait, ce sont des organes de propagande médiatique, voilà, financés directement par le gouvernement américain. Voilà. C'est comme en Europe. En Europe, il y a Radio Liberty, c'est-à-dire la radio liberté, voilà, qui est financée par l'Union européenne. Bah, c'est la même chose. Ce sont des organes de propagande, uniquement de propagande. Voilà. Et pourtant, vous vous souvenez, dans tout l'Occident, on a supprimé RT et Sputnik parce que, soi-disant, c'était des organes de propagande du Kremlin. Bon, c'est vrai qu'ils étaient pro-russes, c'est vrai, mais de manière, on va dire, normale. C'est-à-dire, non pas grotesque, non pas une propagande ridicule. En fait, ils essayaient d'être le plus objectif possible, puisqu'ils étaient vus, ils le savaient, comme des organes de propagande. Donc RT et Sputnik essayaient d'être le plus objectif possible pour leur prestige, pour leur réputation, pour qu'ils soient vus comme un organe sérieux d'information. Alors que Radio Free Europe, Radio Liberty et Voice of America, ce sont des organes de propagande terribles, qui non seulement faisaient une propagande absolument énorme, évidemment pro-OTAN, pro-UE, pro-wokisme, pro-LGBT, mais en plus étaient tout puissants puisqu'ils étaient poussés par tous les grands médias occidentaux, en plus. Donc vous voyez leur force de frappe informationnelle, redoutable. Donc, et Elon Musk et Trump veulent arrêter ce diktat, cette tyrannie informationnelle, et donc veulent instaurer de la liberté d'expression et un peu d'objectivité dans les informations, ce qui est à mon avis très bien. Là, un tweet très intéressant de Julian Robke, qui est un pro-ukrainien à fond de la première heure. C'est un des principaux journalistes au journal allemand Bild. Donc c'est pour ça que son tweet est repris par beaucoup de journalistes. Et donc lui, il dit, la question est, est-ce que vous voyez 1500 Russes en train d'être tués et blessés par jour? Parce que c'est la propagande ukrainienne et qui est reprise par les grands journaux occidentaux. Et si vous n'y croyez pas, croyez-vous honnêtement que 90% des attaques ukrainiennes ne sont pas enregistrées en vidéo? De ce que je vois, les Russes subissent environ 100 à 200 tués et blessés par jour. Donc lui, d'après ce qu'il voit qu'il y a entre 100 et 200 tués et blessés par jour côté russe, et non 1500. Et enfin, il finit par tout le reste, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Donc Julian Robke, grand journaliste allemand au Bild, pro-ukrainien de la première heure, essaye d'ouvrir les yeux aux gens en leur disant que les pertes russes qu'on vous donne dans les grands journaux occidentaux sont complètement farfelues et qu'en réalité, il y a entre 100 et 200 tués et blessés côté russe par jour. Alors là, on a un journal africain qui s'appelle ADF qui dit la Russie va utiliser une base libyenne près de la frontière avec le Tchad et le Soudan. La Russie a renforcé sa présence militaire en Libye en transférant du personnel et du matériel vers la base de Maten al-Sara, près des frontières avec le Tchad et le Soudan, a rapporté une agence de presse italienne.
la base a été abandonnée depuis 2011. Donc là, on voit que la Russie renforce sa présence en Libye. Pourquoi? Parce que sa situation est assez incertaine en Syrie, avec la base de Tartous et de Rémémim. Donc, comme c'est incertain, même si quand même Al-Shara, le nouveau président syrien, a dit qu'il voulait que les Russes restent et qu'ils ne toucheraient pas la base de Tartous et Réménim, bon, les Russes sentent une incertitude. Donc là, ils sont en train de s'étaler donc en Libye, mais pas que. On va voir que ça devient très sérieux pour le Soudan. Donc là, d'après le journal The Guardian, le Soudan annonce que le projet de construction de la première base navale russe en Afrique sera mis en œuvre. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays se rencontrent à Moscou, conviennent qu'il n'y a aucun obstacle à un plan longtemps retardé. Le projet de la Russie d'établir sa première base navale en Afrique va se concrétiser, a confirmé le ministre soudanais des Affaires étrangères après des années de retard concernant le port militaire de la mer Rouge. Si l'accord est mis en œuvre, et il va l'être, croyez-moi, la Russie rejoindrait les États-Unis et la Chine dans la région. Ils ont des bases au sud à Djibouti. Donc vous voyez que là, la Russie commence à s'implanter massivement en Afrique. Donc là, avec cette base au Soudan, mais ça faisait longtemps que cette base devait être construite, cette base militaire. Donc là, vous voyez que la Russie resserre énormément de liens avec le Soudan, la Libye et bien entendu les 5 pays africains, Mali, Tchad, Burkina Faso, etc. Parce que tous ces pays-là commencent à mettre entre les mains des Russes leur défense. Et en échange, les Russes obtiennent de prendre certaines ressources de ces pays-là. Mais c'est fait d'un commun accord. Voilà, parce que les Africains, beaucoup de pays africains n'ont confiance qu'aux Russes. Et ils n'ont plus confiance à la Chine et encore moins aux États-Unis, bien sûr. Et quant à la France, ça y est, là, on peut l'oublier, la France. En Afrique, elle est rejetée de toutes parts. Bref, c'est une information très intéressante, tout du moins côté russe. Alors on a le site Interesting Engineering qui nous dit que Cerberus, le camion russe de drones, pilotera 12 drones connectés par fibre optique dans les guerres futures. Donc vous voyez le camion Cerberus et il y aura 12 drones pilotés par fibre optique, sachant que les Russes utilisent déjà massivement, eh oui, massivement depuis le début de l'année, des drones par fibre optique. Alors pourquoi des drones par fibre optique? Alors c'est révolutionnaire sur le champ de bataille. Ça permet aux drones de ne pas être brouillés. Donc en gros le drone il doit être absolument abattu, soit par un missile, soit par un engin spécifique, mais on ne peut pas le brouiller. Donc c'est très très intéressant. Alors autre avantage des drones à fibre optique, c'est que l'image est de très très haute qualité, permettant un impact extrêmement précis. Donc ça c'est très très intéressant. Voilà. Donc dans le cadre de la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine, de nombreuses avancées ont été réalisées dans le domaine des drones. D'autres innovations sont à venir, notamment un système de gestion d'essaim de drones qui s'appuie sur des fibres optiques. Donc voilà, donc c'est le projet militaire russe, ça devrait être mis en place d'ici mi-2025. Voilà, donc peut-être fin 2025, ce sera sur le front, si la guerre n'est toujours pas finie d'ici là. Mais en tous les cas, c'est une avancée russe très importante. Non pas que les drones à fibre optique n'existaient pas avant, ça existe depuis déjà un certain temps, mais les Russes ont été les premiers à l'utiliser de manière effective dans un théâtre d'opération réel. Ça a été les premiers, avec des drones utilisés vraiment en combat. Voilà, donc ça c'est très très important et surtout que maintenant ils les utilisent massivement. Ça c'est l'arme du futur, extrêmement redoutable. J'ai envie de vous dire, ça va être les drones les plus redoutables, tout du moins quand on parle de combat sur le front. Pas à des grandes distances, évidemment. Ça, c'est pour de la courte portée.
c'est ça qui va vraiment révolutionner le front, très clairement. Évidemment, on parle encore une fois de courte distance, hein. On parle de 5 km, 4 km au maximum, évidemment. On finit par une petite information économique du 20 janvier 2025. On a le FMI relève ses prévisions de croissance économique pour la Russie pour 2025. Donc on a dans ces dernières perspectives de l'économie mondiale publiées le samedi 18 janvier 2025, l'institution basée à Washington a indiqué s'attendre désormais à une croissance du PIB de la Russie de 1,4% cette année, soit une révision à la hausse de 0,1 point de pourcentage par rapport à son rapport d'octobre 2024. Les prévisions pour 2026 sont restées inchangées à 1,2%. Bon, alors par rapport aux 4,1% de la toute fin donc du 30 décembre 2024, puisque c'était ça, ça a fini à 4,1% la croissance du PIB russe, et bien au final là ça va drastiquement tomber en 2025. Donc là, vous pouvez voir que l'économie russe va quand même beaucoup ralentir en 2025 parce que évidemment les effets de la guerre sont là. Donc la Russie, comme je vous le répète depuis très longtemps dans les points sur l'Ukraine, ne peut pas faire une guerre éternellement. Voilà. Le Pentagone avait estimé que la Russie pouvait faire la guerre au début, hein, quand c'était le début de la guerre, pas plus de 3 ans. Bon, ils avaient été un petit peu pessimistes. On va dire que la Russie, et ce n'est que mon avis à moi hein, d'amateur, je pense que la Russie doit absolument finir la guerre fin 2025. Parce que sinon, ça va beaucoup trop peser sur les finances russes. Ce n'est que mon avis, mais pour moi, ils peuvent combattre encore 1 an en étant forts, hein, dans le sens en étant encore puissants. Car après encore 1 an de guerre, je pense que ça va devenir de plus en plus difficile pour la Russie de supporter ce fardeau. Après, maintenant, je ne connais pas l'état exact des finances russes, mais c'est mon opinion tout du moins. Pour moi, ils ont encore 1 an pour avoir la même puissance que maintenant, et après 1 an, je pense que leur puissance va diminuer. Encore une fois, ça n'est que mon avis d'amateur. Passons à la carte militaire. Voici la carte militaire du 15 février 2025 et on va commencer par les frappes générales, donc principalement des frappes russes. Alors évidemment, comme d'habitude, il y a toujours des frappes de drones en Russie, mais là qui ont fait strictement aucun dégât. Comme c'est anecdotique, je ne vais pas en parler plus en avant. Donc là, il y a une frappe russe sur Kiev. Un bâtiment qui fabriquait des drones a été détruit par un Iskander M. Donc c'est une frappe importante qui fait mal à l'Ukraine, bien évidemment. Là, on a eu 2 frappes d'Iskander M et de missiles de croisière sur des usines de gaz, de production de gaz ici. Donc là, une importante et une un peu plus petite ici. Donc vous voyez, c'est à l'est de Kiev. Donc là, c'est de la production de gaz ukrainienne, hein. Ça vient pas des gazoducs venant de Russie, d'après ce que j'ai compris. Donc là, c'est vraiment de la production 100% ukrainienne de gaz. Donc ces usines ont été détruites. Alors comme d'habitude, on commence par le sud. Sur Kherson, il ne s'est rien passé de notable. Évidemment, il y a toujours des combats, des tirs d'artillerie, etc. Comme d'habitude, hein. C'est pas parce que je ne parle pas vraiment de cette zone-là qu'il ne se passe vraiment rien. Bien sûr, il y a toujours des combats sur Kherson, il y a toujours des combats sur l'oblast de Zaporojye, mais rien de notable. Et comme d'habitude, évidemment, c'est dans l'oblast de Donetsk qu'il se passe le plus de choses.
Donc là, bon, sur Grand Novosilka, ou appelé Velika Novosilka, il ne s'est rien passé. Les Russes n'ont pas avancé vers cette fameuse mine de lithium, mais est-ce vraiment leur objectif? Je vous avais dit que je pensais plutôt qu'ils allaient s'occuper de ce chapelet de ville plutôt que la mine de lithium qui de toute manière n'est pas utilisée par les Ukrainiens. Je rappelle que ce qui est entouré en jaune, ce sont les villes très importantes qui ont été prises par les Russes et qui étaient vraiment emblématiques, qui étaient vraiment très importantes. Donc je les ai laissées entourées de jaune afin que ça vous donne un poids de repère. Donc là vous voyez Ougledar, ou aussi appelé Vuhledar, Kurakovo, ici, vous vous souvenez, bon, bref. Donc là, on va parler plutôt là, ici, de ce chaudron qui est en train de se refermer. Là, les Russes ont pris complètement Andriivka. Donc ça, c'est une prise vraiment importante. Il resterait encore des soldats ukrainiens ici. Et oui, contre toute attente, mais bon, en fin de compte, c'est pas vraiment surprenant. Toujours aucun ordre de retraite n'a été donné pour les soldats ukrainiens qui sont prisonniers dans ce chaudron. Les Russes sont en train donc d'avancer vers Kostiatynopil, bien évidemment, pour refermer le chaudron. Donc là, apparemment, d'après ce que j'ai compris, selon mes sources, alors je rappelle que mes sources pour la carte militaire, principalement, c'est Colonel Kassad, Raibar et Slaviangrad. Et apparemment, donc les Russes vont faire une tenaille en passant par la gauche de Kostiatynopil. Nous verrons si c'est exact ou pas la semaine prochaine. Je rappelle que les épingles rouges donnent l'avancée, c'est-à-dire la direction de l'avancée russe quand ils prennent du terrain. Donc là, vous voyez Andriivka complètement prise. Là, ici, les Russes ont fait une avancée assez importante puisqu'ils ont pris la petite localité de Zaporojye. Donc évidemment, c'est du même nom que la grande ville de Zaporojye, mais bon, c'est tout petit, ça c'est un village. Donc il y a eu une avancée notable ici. Là, dans la zone de Pakrovsk, les Russes ont fait une avancée importante à l'ouest, donc sur Oudachny. Alors, je rappelle que la semaine dernière, les Ukrainiens avaient fait une avancée sur Oudachny. Là, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses, hein. C'était sur cette zone, il y a eu beaucoup de suspense. Parce qu'à un moment donné, les Ukrainiens avaient envoyé énormément de forces dans cette direction et dans cette direction. Toutes les forces qui ont été envoyées dans cette direction donc, sont avancées à peu près ici, mais ils ont été très vite balayés, et en fait tellement balayés que les Russes en ont profité pour prendre la moitié d'Oudachny, qui est une ville minière très importante de charbon haute qualité. Alors là, vous voyez, j'ai marqué CH. CH, c'est pour charbon. Donc c'était des mines importantes de charbon de haute qualité qui servent pour la sidérurgie. Donc là, il y a une avancée russe vraiment importante. Le général russe qui s'occupe de cette zone, celle de Pakrovsk, qui est la plus importante du front, est un général excellent, hein, il faut le dire. Alors, pourquoi le suspense, disais-je? Ben, tout simplement parce que les forces ukrainiennes ont été très nombreuses et puissantes, donc sur Oudachny, mais aussi sur Pitchany. Et à un moment donné, sur Pitchany, les Ukrainiens ont pu avancer de tout ça. Donc dans toute cette zone, donc ils avaient repris pied sur Pitchany, donc ils avaient envoyé des forces vraiment très très importantes. Alors par rapport à la semaine dernière, donc je rappelle, ils avaient envoyé ici Oudachny et Pitchany. Oudachny se sont fait massacrer, ils se sont fait balayer. Par contre, sur Pitchany, il y a eu un moment de flottement, hein, parce qu'ils avaient bien avancé. Les Russes ont eu beaucoup de mal, et ce n'est qu'hier, vers 21 h à peu près, donc vendredi soir vers 21 h. Alors, c'est pas en temps réel ce que je vous dis ça, c'est que moi je l'ai appris dans les sources Telegram.
Ce n'est que hier vers 21 h que j'ai appris que les Russes avaient pu repousser totalement les forces ukrainiennes pour reprendre là où ils en étaient, quoi, sur le front. Donc, mais là, les forces ukrainiennes ont vraiment jeté beaucoup sur Paklovsk. Mais au final, ils ont été repoussés. Mais pendant 2 jours, ils étaient dans cette zone-là, hein. Donc, on peut dire que là, les Ukrainiens se sont battus farouchement, bravement. Ils ont échoué. Mais pouvant-il en être autrement? Dans cette zone-là, il y a une concentration de forces russes absolument gigantesque. Sans compter que maintenant, les Russes utilisent massivement, et surtout dans cette zone, les drones à fibre optique, qui leur donnent un avantage absolument énorme, car ils ne peuvent pas être arrêtés, quels que soient les moyens qu'on met. Sauf si, évidemment, on les canarde, physiquement, avec des balles ou des missiles. Là, le drone ne peut rien faire. Mais sinon, voilà, quoi, ça a été un moment de suspense là, parce que on aurait pu penser que les Ukrainiens aient fait quelque chose de vraiment notable, où ils auraient pu enfin avancer, surtout dans cette zone qui est la plus importante du front. C'est pour ça que j'ai entouré Paklovsk d'un carré rouge. C'est l'endroit le plus important du front. Bah, Toretsk, on n'en parle plus, ça y est, c'est fini, hein. Entouré d'un cercle jaune comme le reste, pour dire que c'était une des zones les plus importantes. Donc là, les Russes, bien évidemment, vont aller vers le nord, hein, vont continuer vers le nord, vers Kramatorsk, ça me semble le plus évident. Ou alors, surprise, surprise, est-ce qu'ils vont faire plutôt une opération en tenaille et créer un chaudron? Parce que là, c'est un chaudron embryonnaire, hein, mais vont-ils créer un chaudron ici? Peut-être, je ne le sais pas, mais je pense plutôt qu'ils vont monter vers le nord. Bah, Tchassiviar, toujours pas pris, hein. Toujours pas pris, hein. Les Ukrainiens résistent énormément sur Tchassiviar. Tchassiviar, c'est le deuxième point le plus important du front après Paklovsk. Tchassiviar, le plus grand verrou du front, qui permettrait, une fois pris par les Russes, de prendre Kramatorsk, évidemment. Alors ça fait plus de 2 ans que j'ai mis des grands triangles rouges pour montrer que ce sont les proies ultimes de Donetsk. Voilà, ça c'est les proies ultimes donc pour les Russes. Tchassiviar, les Russes ont beaucoup de mal à avancer sur Tchassiviar. Ils avancent, hein, toujours. Là, moi, je suis prêt à parier que la semaine prochaine, c'est terminé. Les Russes annonceront que Tchassiviar est tombé, je pense, la semaine prochaine. Parce que bon, là, ça n'a pas avancé par rapport à la semaine prochaine, mais les Russes ont consolidé. Donc, malgré toutes les forces ukrainiennes qui sont sur le pourtour, comme elles se font massacrer, bien évidemment, ça peut pas tenir longtemps, parce que là, il n'y a aucune ligne de défense, il y a rien, on n'est plus en zone urbaine, c'est les champs, là, donc évidemment, c'est même incompréhensible, incompréhensible, voire même, j'ai envie de vous dire, inhumain et cruel pour les soldats ukrainiens. Pourquoi ne pas leur faire une retraite sur Kramatorsk et consolider Kramatorsk? Pourquoi? Pourquoi? Bah, la communication. Voilà, parce que tout ce que font les Ukrainiens depuis le début de la guerre n'a absolument aucun sens militairement parlant. Stratégiquement, ça n'a aucun sens. Même leur fameuse grande offensive qui était sur la zone de Zaporojia, ici, dans la région d'Orirov, hein, qui devait piquer sur Tokmak, Melitopol et la mer d'Azov, ça n'avait aucun sens, puisqu'il y avait déjà les lignes de Soulovikine, les fameuses 4 lignes de Soulovikine dont on disait qu'elles étaient infranchissables, souvenez-vous, et ils ont lancé leur force là-dessus, quoi. Vous voyez un petit peu l'intelligence de l'état-major ukrainien. C'est une catastrophe. Bref, donc ils résistent toujours là, ils envoient tout ce qu'ils peuvent là, mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors sur Sivelsk, alors c'est rare que je mette ce symbole,
c'est un symbole pour dire que ça y est, les Russes veulent vraiment s'emparer de Sivels et ils arrêtent de jouer sur la défensive ici. Là, ils ont fait une concentration de force importante. Donc, d'après ce que j'ai compris, donc je suppose que là, ils vont vraiment aller sur Sivels. Alors, Sivels, ça paraît de rien comme ça, parce qu'on en parle très rarement dans les médias, mais c'est une zone de résistance absolument énorme. Ça résiste énormément. Alors certes, ça résiste énormément parce que les Russes sont plutôt en défensive, hein. C'est un peu comme la région nord de Kupiansk. Les Russes, qui les intéressent, c'est là. C'est cette zone-là qui les intéresse. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Donc en gros, c'est la zone, voilà, on va dire du nord-ouest de Donetsk, de l'oblast de Donetsk. C'est cette zone-là qui les intéresse particulièrement. Hein, ouais, Toretsk, Chassivyar, Paklovsk, c'est ça pour l'instant. Donc là, ils mettent leurs forces là-dessus. Mais bon, une fois que bon, cette zone-là, ne serait-ce que bon, Toretsk c'est fini, mais Chassivyar, où là ça se bat énormément, bah, quand ce sera terminé, là les Russes enverront leurs forces ici et prendront Sivels qui leur résiste depuis tant de temps. Hein. Mais ils leur résistent encore une fois parce que les forces russes bah, sont pas extrêmement nombreuses ici, mais il y a une concentration qui est en train de se faire. Donc là, ils commencent à réfléchir sérieusement à plan de Sivesque, pour une fois. Alors, un peu plus au nord, là, il ne s'est rien passé de bien important. Sur Kupiansk, rien du tout. Alors là, les Russes ont reculé un peu. Alors, ils ont reculé pas parce qu'il y a des forces ukrainiennes ici, mais ils ont reculé pour consolider. Parce que la semaine dernière, là, ça faisait un petit éperon comme ça, donc je l'ai enlevé parce que ils ont consolidé ici. Apparemment, ils font des lignes de défense. Donc ça, c'est typiquement russe, hein. Ils consolident et une fois que c'est consolidé, bah, ils y vont, quoi. Donc, par contre, pourquoi ils consolident ici et ils n'avancent plus sur Kupiansk? Bah, c'est parce qu'ils avancent au nord. Ça veut dire que là, ils sont en mode purement défensif pour être en mode agressif, c'est-à-dire offensif, plus au nord. Et là, vous voyez, grosse avancée russe. Énorme avancée russe, même au nord. Donc là où on ne s'y attendait pas, mais, les malins, parce que c'est là où il y a le moins de résistance ukrainienne. Les Ukrainiens, il y a eu une avancée russe ici, donc les Ukrainiens, ils ont tout mis en défense ici, tout ce qu'ils pouvaient ici. Et bien, comme ça a agglutiné les forces ukrainiennes là, bah là, c'est devenu vulnérable, et donc ils ont avancé sur le nord. Donc là, ils ont pris Figolivka, ici, Figolivka, donc voilà, c'est pris. Et donc toute cette zone-là, énorme avancée, sur une énorme longueur. Hein. Bref, donc là, avancée importante sur le front Lipsi-Vovchansk. Franchement, il ne se passe rien, les Russes sont en attente. Là, ils ont consolidé sur Vovchansk, les Russes, mais ils consolident, donc voilà, ils ne font que se défendre. Et enfin, la zone de Kursk. Alors là aussi, il y a eu une période de flottement. On ne savait pas trop ce qui se passait. Donc, on va commencer par ici. Alors, la semaine dernière, les Ukrainiens ont fait une avancée importante dans cette direction sur Tcheskaskaya et sur Ulanok et sur Ruskaya. Donc la semaine dernière, il y avait des flèches bleues comme ça et comme ça. Alors, sur Ruskaya et Ulanok, les forces ukrainiennes ont été parfaitement repoussées en très peu de temps. Par contre, à un moment donné, il y a eu un flottement parce qu'ils envoyaient tellement de forces sur Tcheskaya Koporelka, que bah là il y a une période de flottement parce qu'à un moment donné, est-ce qu'ils y arrivent? Ils n'y arrivent pas. Ils étaient bien là, ils ont été repoussés, mais ils sont revenus à la charge.
Donc là, franchement, c'est pour ça, la semaine dernière, j'avais mis un point d'interrogation. Ensuite, je l'avais enlevé parce qu'ils avaient été repoussés. Mais quasiment le lendemain ou presque le lendemain, ils étaient revenus à la charge. Donc ils étaient revenus jusque-là, hein. Ils ont à nouveau été repoussés, encore une fois, aux dernières nouvelles. Donc ils ont été repoussés, alors je sais plus si c'est il y a un jour ou un jour et demi, mais en tout cas ils ont été repoussés, mais ils ont pénétré jusque-là. C'est pour ça que j'ai mis une épingle bleue, hein. Donc là ils ont envoyé énormément, énormément de force. Là, c'est un véritable cimetière de véhicules blindés, de tanks de l'OTAN, un massacre énorme des forces ukrainiennes, parce que sur tout le front de toute l'Ukraine, c'est ici qu'ils envoient le plus de force, sur Kursk. C'est ici qu'ils envoient le plus de force. Et là, vous voyez cette route d'approvisionnement principale, hein, qui part de Soumy. Ça fait des mois, des mois, des mois qu'elle est bombardée, cette route, bien évidemment. En fin de compte, en réalité, elle ne devrait plus être utilisée par les Ukrainiens. Mais malgré qu'elle soit bombardée en permanence par l'artillerie, par des drones, par des missiles, ils utilisent quand même cette route principale. Donc là, il y a un cimetière de véhicules blindés et de tanks qui est, on a les vidéos, hein. C'est mais hallucinant, hallucinant, hallucinant. On parle de milliers de véhicules blindés, hein, tout confondu, hein. C'est hallucinant. J'ai vu les images, c'est à tomber par terre, hein. Là, et puis bon, évidemment, tous ceux qui sont ailleurs, hein, dans tout Kursk, hein. C'est hallucinant le nombre, le nombre. Alors évidemment, les Russes aussi ont perdu des tanks et des véhicules blindés, mais infiniment moins que les Ukrainiens, parce que là, les Russes sont sur leur territoire. Là, ils ont mis les obusiers. Là, il y a les drones, les fameux drones à fibre optique, mais pas que, les Lancet 3, bien évidemment, et puis des missiles qui leur tombent dessus, hein, sans compter ce qu'on appelle les orgues de Staline, hein, bon, modernisés bien sûr. Donc les MLRS, l'équivalent des MLRS russes. Bref, c'est bombardé à fond, à fond. Souja entouré de verre parce que c'est le QG des Ukrainiens à Kursk, bien sûr. Et ils envoient des forces, ils envoient toujours des forces. Alors pour Zelensky, c'est très important de garder Kursk pour pousser. Alors c'est le dernier prétexte, hein, c'est parce que c'était pas ça au début. Maintenant, bah, depuis quelques semaines ou quelques mois maintenant, garder Kursk, c'est important pour Zelensky, c'est la priorité parce que ça lui donnerait un levier de négociation pour amener Vladimir Poutine aux tables des négociations. Alors que Zelensky s'est interdit par décret de parler avec Vladimir Poutine. Là maintenant, il oublie son décret, il dit ah oui, maintenant je veux parler avec Vladimir Poutine. Depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir et lui fait pression, bien entendu, vous voyez la contradiction absolument totale et le changement stratégique, parce que prendre Kursk, c'était pas pour un levier de négociation au départ, c'était pas pour ça, hein. Donc bref, mais je vais pas refaire tout l'historique de Kursk, que j'en ai parlé tellement de fois. On va arrêter là. Donc là, c'est un véritable cimetière catastrophique côté ukrainien. Et là, ils avaient failli faire quelque chose, bah, ça aurait fait un bon point de communication, marketing, mais ça n'a pas fonctionné. Par contre, les Russes ont fait une avancée importante ici. Donc là, vous voyez une avancée importante et évidemment, ils se dirigent vers Souja, bien évidemment. Donc là, vous voyez, il y a une grosse avancée russe sur Kursk. D'habitude, il n'y avait que des petites avancées, hein. Depuis plusieurs semaines, c'était que des petites avancées russes, voire aucune avancée, étant donné le nombre de forces colossales envoyées par les Ukrainiens. Et là, il y a une petite avancée russe aussi, hein. Là, ils ont pris pied sur Viktogovka. Donc Viktogovka, ils ont pris pied dans la ville. Donc là, il y a une petite avancée et là, une avancée majeure. Donc Kursk, les Ukrainiens ont essayé de faire illusion pour faire un coup de communication comme d'habitude. Et comme d'habitude, c'est invariable depuis le début de la guerre.
toute offensive ukrainienne qui ont été faites depuis le début de la guerre, il n'y en a aucune, je dis bien aucune et sans exception, qui a été faite avec succès. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Les Ukrainiens ont pu avancer que quand il y a eu des retraites russes, uniquement. Alors oui, ça paraît propagandiste de dire ça, ça paraît pro-russe, mais dans les faits, c'est comme ça. Et le temps l'a montré d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.